Direction la Champagne, qui n'est pas uniquement connue pour son célèbre vin effervescent, mais aussi pour ses édifices religieux, comme Notre-Dame de Reims, cathédrale historique du Sacre des Rois de France. Elle abrite de nombreux vitraux du XVIIIe siècle, mais également d'artistes contemporains comme Marc Chagall, d'autres joyaux du patrimoine religieux avec leur architecture particulière se trouvent disséminés dans la campagne champenoise, comme les églises à pans de bois, édifiées pour certains il y a plus de 500 ans. Mais la plus insolite des cathédrales de Champagne se trouve à 30 mètres au-dessous de Reims, dans les anciennes crayères gallo-romaines, où la maison Pommery abrite ses bouteilles de champagne le plus célèbre du monde. Cette église, elle est magnifique et on a tendance à la comparer un petit peu à un voilier, voilà, au milieu de la campagne. Elle est très jolie. Un patrimoine, je pense que le vitrail c'est vraiment quelque chose de typiquement français. D'ailleurs on dit toujours que dans la région Champagne-Ardenne, on peut considérer qu'on a à peu près 90% des vitraux du monde entier. On a la chance d'être dans un lieu magique, un lieu mystérieux, un lieu qu'on aime à découvrir, je dirais, au quotidien. Je suis toujours émerveillé par la beauté des lieux. La Champagne est aussi célèbre pour son vin que pour ses édifices religieux. Cathédrale historique des Sacres des Rois de France, Notre-Dame de Reims abrite de nombreux vitraux du XIIIe siècle. Cette cathédrale, elle a fortement souffert pendant la guerre de 14-18, puisque les verrières avaient disparu. Heureusement, il en reste quelques-unes ou quelques vestiges. Après, effectivement, Chagall est venu travailler, lui, dans les années, je crois, 1971. Et en 1974, on a inauguré le vitrail qu'il avait fait au sein de l'atelier. À l'ombre de la cathédrale, Bruno réalise et restaure les vitraux. Un savoir-faire qui commence avec la sélection des verres et des couleurs. Première chose, c'est s'assurer toujours que la valeur du verre est la valeur recherchée, puisque dans certains verres, on peut voir une zone de clair qui passe à une zone de foncé. Il faut toujours essayer de choisir le plus à même d'être en rapport finalement avec la maquette. Un vitrail commence toujours par une épure, un dessin à l'échelle qui sert de support. Un métier hérité d'une longue tradition de maître verrier. Dans le temps, on faisait des épures, on coupait aussi le verre avec un fer porté à chaud, à rouge. Donc le travail était différent. Après, il y a eu une évolution. Au niveau de la coupe, par exemple, aujourd'hui, ce sont des roulettes qui facilitent le travail, qui permettent une coupe beaucoup plus précise. Mais finalement, dans l'ensemble, le métier, il est en train d'évoluer, mais les gestes premiers restent les mêmes. La touche finale, la grisaille, un mélange d'oxyde et de teinte noire appliquée avant la cuisson. La grisaille, c'est un peu la peinture du verrier. Seulement, on ne va pas l'apporter pour colorer le verre, on va l'apporter simplement pour donner, par exemple, un ombrage ou souligner un sourcil. Ça n'apportera pas la couleur. La couleur, elle est toujours propre au verre, elle est dans sa fabrication. Avec l'art contemporain, le vitrail commence à prendre une autre dimension et de s'installer dans d'autres endroits que les endroits religieux. Dans la campagne champenoise se trouvent d'autres joyaux du patrimoine religieux. Les églises à pans de bois du pays du Der, comme celle de Saint-Nicolas d'Outine, elle a plus de 500 ans. Dans le bocage champenois, nous sommes sur un sol qui est dépourvu de pierre. Donc nous n'avons que de l'argile de Gau. De ce fait, il n'y avait pas matière à construire des édifices en pierre. Il fallait faire venir la pierre d'autres départements. Ça coûtait fort cher. Alors les communes construisaient avec des matériaux qu'elles avaient sur place. L'argile, la paille, l'eau et le bois. Les 12 églises à pans de bois qui jalonnent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle sont des merveilles de construction. Le pan de bois, c'est tout simplement une architecture qui ressemble beaucoup au colombage d'Alsace. Et la particularité de cette architecture, c'est qu'elle tient toute seule, sans clous ni vis. Uniquement par un système d'emboîtage de tenons et mortaises. Et ça, c'est en vigueur depuis le début du Moyen-Âge. La plus authentique sûrement pour ses oculis et ses vitraux, c'est Notre-Dame de l'Antille. Le bois a la réputation d'être fragile, néanmoins elles sont toujours là, debout.
elles nous regardent de leurs 500 ans. Ce sont des belles demoiselles qu'on tend à préserver, à restaurer de temps en temps. Et puis l'Antille, elle a la particularité d'avoir une toiture étagée avec donc sa flèche qu'on peut voir de loin, et sa flèche, elle comporte des petites jupettes à sa base, mais ce ne sont pas des jupettes, ce sont des abassons, donc ça permettait d'amplifier le son de la cloche. Mais voici la plus insolite des cathédrales de Champagne, les caves de Pommery. Ces anciennes crayères gallo-romaines enfouies sous terre abritent le plus célèbre vin du monde. On est ici dans une cathédrale souterraine, c'est le négatif de la ville de Reims, c'est un peu ça qu'on peut dire, parce que c'est vrai que quand on arrive dans cette ambiance-là, d'un seul coup vous faites ouf, qu'est-ce qui se passe? Vous levez la tête, vous avez 30 mètres au-dessus de vous avant de voir la lumière du jour. Donc quand vous vous projetez un petit peu dans l'histoire de la ville et dans l'histoire de Pommery, vous pouvez vous dire que oui, je suis dans un lieu magique, un lieu mystérieux. Entre bas-reliefs et cavités vertigineuses, les galeries taillées dans la craie favorisent la maturation des vins. Dans ces caves, nous avons une température constante, basse et constante, et une humidité, une hygrométrie très importante qui tourne entre 97 et 98%. Donc si on veut avoir une vraie finesse dans la bulle, il est important d'avoir cette fermentation à basse température, parce qu'elle va se faire de manière très très lente. Et dans ce caveau reposent 20 millions de bouteilles. Il est évident que dans cette ambiance de cave, il va falloir laisser le vin vieillir plusieurs années. C'est ce qui permet d'avoir des produits, des vins de Champagne qui ont vraiment une très grande longévité. Aux côtés de pays comme le Nigeria, le Togo ou encore le Bénin, le Ghana connaît l'un des plus forts taux de déforestation du continent africain. Selon une étude de l'ONU, ce pays d'Afrique de l'Ouest perd chaque année 2% de sa couverture forestière. Depuis 1990, ce sont donc près de 40% de ces forêts qui ont disparu. Mais contrairement à des pays comme le Brésil et l'Indonésie, où les ressources forestières sont principalement exploitées par des compagnies multinationales, au Ghana, une grande partie de la déforestation est causée par les populations locales. L'abattage et la fabrication de charbon de bois sont au centre d'une économie de subsistance. La plupart des personnes qui vivent à peine de ces activités se disent prêtes à arrêter si de nouvelles opportunités économiques leur sont offertes. On vous emmène dans le nord du pays, si ce n'est pas là que se trouvent les grandes forêts primaires du continent. C'est pourtant ici que se joue l'avenir de ces poumons de la planète, car au nord, le Sahel, puis le Sahara étendent leur pouvoir de désertification. Les projets de reboisement et de gestion responsable des forêts commencent à voir le jour, mais il y a urgence. C'est un reportage signé Katrina Vitozzi, Sarasako. C'est le métier de Francis depuis plus d'une décennie. Faire sécher le bois de cet arbre à karité et le transformer en charbon destiné à la vente. Je ne veux pas venir ici et couper des arbres, mais c'est comme ça que je nourris ma famille. J'arrêterais si je le pouvais. L'activité de Francis est illégale. Au Ghana, la forêt recule et la coupe du bois nécessite désormais un permis gouvernemental. Mais dans cette région enclavée, au nord-est du pays, Francis assure que personne n'effectue de contrôle et que le bois est sa principale ressource. Si l'État ou les ONG créent des emplois dans le nord, les gens arrêteront de couper des arbres pour faire du charbon. Peut-être même que nous pourrons replanter ceux que nous avons détruits dans la forêt. D'après des chiffres officiels, en un siècle, le Ghana a perdu plus de 75% de ses forêts. En cause, la coupe illégale du bois, le développement des secteurs agricoles et miniers, ainsi que l'expansion urbaine. Un phénomène qui affecte tout le pays. La conséquence, c'est qu'il y a moins de précipitations. Notre côte devient plus sèche et le niveau d'eau est insuffisant pour le barrage hydroélectrique.
Des zones verdoyantes sont en train de devenir presque désertiques. Le désert avance vers le sud, faisant reculer la forêt. Les environnementalistes mettent en garde contre les graves conséquences économiques et sociales de la déforestation. Non seulement la ceinture verte du nord du Ghana empêche la zone septentrionale de devenir plus aride, mais encore elle assure un taux de précipitation suffisant pour les forêts tropicales du sud-ouest du pays. L'agriculture et les villages forestiers sont en danger. Mais le gouvernement n'a pas les moyens d'agir. Il y a 2 ans, faute de financement, il a mis fin au programme national de reforestation. Les autorités locales se débrouillent avec leurs faibles ressources. Mariam Abdoulaye dirige cette petite pépinière régionale. Il y a des changements. Quand j'ai commencé, le climat était différent au nord. Ici, le sol est très sec. Ces plants-là sont résistants. Ils supportent la chaleur pendant la saison sèche. C'est pour ça que nous les avons choisis. La plupart de ces plants serviront à reboiser les forêts du pays. Certains sont toutefois destinés aux écoles locales. Des professeurs tentent en effet de changer les mentalités. Nous essayons de leur apprendre que s'ils coupent un arbre, ils doivent en planter 2 à la place, pour éviter de détruire complètement l'environnement. Vivre de la coupe de bois ne doit pas empêcher de reboiser après. Certains luttent déjà contre la déforestation. Depuis 2 ans, Isaac Namco s'est lancé dans le commerce d'un arbre à la croissance rapide qui, selon lui, pourrait faire la différence. Il s'agit du moringa. Vous pouvez l'abattre après 8 mois de croissance seulement. À 6 mois, les gousses commencent à apparaître. Et vous pouvez en prélever les graines immédiatement. Le moringa est le nouvel aliment ultra nutritif au Ghana. La demande en feuilles et en graines de cet arbre explose sur le plan local et international. En prime, le moringa croît jusqu'à 50 ans et produit jusqu'à 2 récoltes par an. Ces arbres attirent la pluie et donc font baisser la température. Ils protègent nos constructions et nos infrastructures contre le vent et l'orage. Pour l'heure, le pays ne compte que quelques pépinières de moringa. Mais les consciences s'éveillent peu à peu et de modestes initiatives naissent contre la déforestation au Ghana. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.